Bonjour à tous, c'est une autre édition de la revue des Grandes Unes avec la presse que vous aurez à lire. Ce matin, une presse disponible en kiosque. La nouvelle expression de ce jour parle de fonds Covid et quelques visages de la mafia. C'est le titre proposé par le journal. Le journal fait savoir que des entreprises créées pour la cause, des surfacturations en série, des hôteliers qui réclament toujours leur argent depuis un an déjà. Ce sont là des informations à lire en page 2 du journal ce matin qui parle également du médicament avec la controverse au sommet au sujet notamment de la prudence ou tout au moins de la production même de l'hydroxychloroquine et également l'azithromycine également. Donc tout cela, une lettre signée par Ferdinand Gongor qui circule d'ailleurs sur la toile, donne des indications importantes également à découvrir dans le journal ce matin. Le journal parle aussi d'autres faits de la Fédération camerounaise de football avec le bourbier camerounais, donc avec le président de la FIFA qui patauge alors que l'ex-secrétaire général de l'UEFA peine justement à contrôler sa confédération d'origine. C'est à lire en page 11 du journal. Covid-19, l'Afrique face au virus, la menace de choc sanitaire que fait d'ailleurs planer le genre aujourd'hui, le germe pourrait donc avoir des conséquences désastreuses sur le continent. C'est le journal qui nous l'apprend aussi ce matin en page 6 et 9. C'est un dossier que je vous invite à lire. Le journal parle également de l'éclampsie ce matin, 15 morts par jour. L'impact de cette maladie peu donc connu du public sur la mortalité maternelle et infantile est donc grave. C'est en page 4 du journal ce matin également. Le journal Vision économique s'intéresse à l'opération Épervier, chronique d'une cascade donc de haute trahison. C'est le journal qui propose avec une série de questions ce matin. Que faut-il retirer ou retenir donc des multiples arrestations et condamnations des ministres, directeurs généraux et autres hauts commis de l'État depuis le déclenchement même de l'opération Épervier. Souvenez-vous, c'était en 2006. C'est une question. Combien de ces milliards de francs CFA également ont-ils été donc restitués ou encore saisis? Paul Biya avait fait donc confiance à des personnalités et en les nommant. Et aujourd'hui, en retour, ils avaient donc pillé les caisses de l'État. L'emprisonnement même de ces personnalités au détriment de l'argent évaporé était-il donc la meilleure solution? C'est également la question ce matin. Le journal parle également de la visite du Premier ministre à Douala. Le JICAM promet 1,2 milliard de francs CFA et marque d'ailleurs son adhésion au plan présidentiel de reconstruction même de la partie anglophone du pays. C'est dans le journal ce matin. Le journal parle également de contre-performance économique, les projections économiques plombées par les importations et c'est à lire également en page 9 du numéro en kiosque ce matin. C'est Vision économique. L'autre journal, c'est Tribune d'Afrique qui s'intéresse à l'actualité et parle du Minader. Gabriel Maérobé au cœur du projet Mombapi. C'est à découvrir dans le dossier. Je vous invite également à lire l'éditorial. Le Faustin du Camp également ce matin. On parle aussi des chantiers de la CAN 2021. Ketia Cortez accusé d'affairisme. C'est le journal qui nous l'apprend également ce matin. Le journal Cameroun Tribune qui en kiosque parle de sécurité dans le bassin du lac Tchad. Des solutions africaines à découvrir dans le journal. Et aussi quelques éléments importants d'actualité à lire dans le numéro Cameroun Tribune de ce jour. Le journal Émergence qui en kiosque s'intéresse donc au Covid Gate. Paniqué, des ministres sacrifient d'ailleurs leur second. C'est le journal qui propose également le sujet et on parle également de l'Assemblée nationale. Mort de 8 députés en 5 mois. Que se passe-t-il donc dans cette institution, dans l'hémicycle de Ngouaïkele? C'est la question, mais avec des éléments de réponse aussi à lire dans le journal Émergence ce matin. Le journal Mutation parle des pénétrantes est de la ville de Douala. L'arrêté de la discorde, donc parlant du préfet du Vouri, qui interdit justement la circulation des camions entre 7h et 21h sur une partie de ces taxes également. C'est à lire dans le journal ce matin. Entre-temps, on voit bien que les opérateurs économiques expriment aussi leur désaccord et redoutent déjà une congestion même du port de Douala. C'est dans le dossier à lire de la page 6 à la page 7 du quotidien Mutation en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Le journal Le Jour parle de Covid Gate. Quand nos turpitudes nous rattrapent, c'est le titre proposé par le journal et avec des éléments de réponse ici par Emmanuel Noubissi Ngankam. C'est le journal qui nous l'apprend également ce matin. On parle aussi des marches pacifiques
scientifique avec 27 militants du MRC attendus à la cour d'appel ce matin également. Aussi, donc dans le même journal, le quotidien Le Jour, et puis le journal L'éco-santé, il y a un kiosque qui parle du professeur Henri Namé Louma de l'hôpital général de Douala qui fait sa grande mue avec également quelques actions qui sont menées et révélées ici par le journal. Et donc, je vous invite à lire le dossier en question qui parle également d'autres faits importants sur le plan de la santé. C'est dans le journal L'éco-santé de ce jour. Le quotidien de l'économie qui en kiosque parle d'une période de 1975-2020. Le poids du portefeuille de la BDAC au Cameroun. Le journal nous apprend qu'en 45 ans d'exercice, donc la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a investi dans plusieurs secteurs d'activité au niveau de la sous-région. C'est à lire également dans le dossier. Le même journal s'intéresse à l'assainissement à Yaoundé, traque des vieux taxis dans la capitale politique également. Donc autant d'informations aussi. On parle d'absentéisme avec pratiquement 493 fonctionnaires et agents de l'État licenciés. Et c'est dans le même journal, l'économie de ce jour. Le quotidien Le Messager parle également du Covid-Gate ce matin avec la tragédie du bouc émissaire. Dans le journal, en présentant 2 membres du gouvernement, le ministre de la Santé publique également, le ministre de la Recherche scientifique aussi, qui sont d'ailleurs indexés ici comme étant des personnes qui seraient justement en pole position dans le cadre de cette opération Covid-Gate. Donc c'est dans le journal Le Messager. Opération Épervier également dans le même numéro en kiosque. On s'intéresse toujours à l'actualité avec notamment de nouvelles révélations dans l'affaire Edgar Alemé Bengo entre intox et manipulation. Le dossier de l'ex-ministre de la Défense en examen donc au palais de l'Unité. C'est ce que le journal nous apprend également ce jour. Je vous invite à parcourir ces tabloïds et être au parfum de l'actualité. Mais avant, nous allons commenter quelques sujets avec nos invités. Camille Néleki est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue, Camille. Donc, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial à M. Moudoui Dobekrio, un agent de la fonction publique qui est à l'extrême nord et qui suit Equinox religieusement chaque matin et qui est d'ailleurs en train de nous suivre au moment où nous sommes sur le plateau. Il y a beaucoup qui ont été donc chassés du gouvernement pour absentéisme. Il ne fait pas partie de cela. Non, mais là, il a un téléviseur dans son bureau. Justement. Donc avec vous, nous allons faire quelques tours. Et avec également le journal Vision économique ce matin qui parle de l'opération Épervier. Et cette chronique d'une cascade donc, de haute trahison avec des visages des anciens membres du gouvernement qui sont aujourd'hui en prison. Le chef de l'État leur a fait confiance, mais ils ont déçu le chef de l'État en distribuant ou alors en faisant une sorte de distraction des frais ou de l'argent du contribuable. Je pense que pour pousser les gens à se poser davantage de questions, en attendant effectivement la suite des auditions qui se passent au tribunal criminel spécial en ce moment, Vision économique sort un peu des sentiers battus en nous ramenant un peu la substance de l'opération Épervier, en nous disant que depuis 2006, il y a énormément de ministres, de directeurs généraux, de hauts cadres de l'administration qui ont été arrêtés pour détournement et autres tripotages des fonds publics. Ils ont été jugés, condamnés et en prison. Mais tout en revisitant toutes ces affaires-là, Vision économique se pose des questions, se demande et qualifie ces actes de haute trahison pour Paul Biya qui, lui, a nommé des personnalités dans des postes ministériels, mais qui en retour n'ont fait que bouffer de l'argent et l'ont mis dans une situation assez compliquée. Il faut comprendre que l'une des choses que j'ai retenues dans cet article, c'est que Vision économique est revenue sur la corruption au Cameroun, en rappelant que déjà, lors du dernier congrès de Bafoussam, le président Aïdjo avait parlé de corruption. Mais il n'a pas eu le temps de sévir. C'est Paul Biya, en arrivant en 82, qui va dans cette mouvance, met en branle le concept de rigueur et de modération, qui a eu le courage, je dis bien le courage, d'arrêter des personnes qui ont été parfois très très proches de lui. On connaît le nombre de secrétaires généraux, le nombre même un premier ministre et même de grands ministres qui étaient avec lui, qui ont partagé une très très grande proximité avec lui, mais qui ont été happés par cette opération Épervier. Alors aujourd'hui, le journal se pose mille et une questions, mais combien de ces milliards de francs CFA ont-ils été donc restitués ou encore saisis? Justement, c'est une très très bonne question, parce qu'au moment où on parle de 185 milliards qui auraient été distraits dans cette affaire de Covid, Vision économique se demande, bon, mais il y a eu des milliards et des milliards que l'on a reprochés à ces ministres-là. Combien de milliards exactement ont été
restitués, ont été remboursés à l'État, ou bien qu'on a pu retrouver. La solution était-elle de mettre tous ces gens, d'arrêter ces gens, de les mettre en prison et de ne pas récupérer l'argent? Donc, ces questions que pose aujourd'hui Vision économique sont des questions fondamentales pour que les gens... Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement? Les dessaisir de cet argent ou encore les jeter en prison et les garder là-bas? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces accusations et toutes ces mises en accusation que l'on lit dans les journaux et dans les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de gens qui ne cachent pas leur étonnement d'avoir vu des ministres en fonction seulement depuis 2 ans, en train d'acheter des immeubles dans des quartiers comme Bastos, qui possèdent d'impressionnants parcs automobiles. Et maintenant, les autres ministres arrêtés dans l'opération Épervier, on sait, les gens savent combien de ministres, on sait même aujourd'hui combien de ministres ont des instituts, des écoles, et des universités et des hôtels dans ce pays. Mais ils sont pourtant là. Donc, la question que Vision économique pose ce matin, l'argent a été volé. Qu'a-t-on fait de ceux qui ont volé l'argent de l'opération Épervier et cet argent du Covid? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? Et moi, je pense que c'est pertinent qu'ils reviennent sur l'opération Épervier par rapport au tsunami que l'on nous annonce avec l'affaire du Covid. D'accord. Alors, le Covid Gate, c'est une opération. En tout cas, on voit bien que le rapport de la Chambre des comptes a révélé certains noms. Bonjour, Aristide Ngekam. Je ne voulais pas vous donner la parole avant d'écouter Camille sur cette opération Épervier. Vous vous prononcez également. On comprend bien que c'est une opération qui vient rappeler, ou alors le sujet rappelle un peu ce qui a déjà eu lieu et ce qui est également évoqué en ce moment dans le cadre de cette gestion des fonds liés au Covid. C'est une chronique camerounaise, c'est-à-dire que l'équipement des deniers publics ou alors les malversations financières au sein de l'appareil de l'État n'est pas nouveau, c'est-à-dire que le but, je pense que le but de ce journal, c'est de dire que ce n'est pas une question nouvelle. Les détournements au Cameroun, ce n'est pas une question nouvelle. Et ce qu'il faut noter, vous avez posé une question que Camille a essayé de contourner, mais non, la loi a tout prévu. La loi a tout prévu, nos textes de loi notamment ont tout prévu, notamment la saisine des biens des personnes mises en cause, ou alors des personnes totalement condamnées. Les personnalités ont été mises en mission pour aller récupérer cet argent. Est-ce que l'argent a été récupéré? Combien? Ça, c'est un autre pan. Je pense que c'était sous le ministre de la Justice, Amadou Ali, qu'on avait commis pratiquement un cabinet accompagné d'un certain nombre de membres du gouvernement pour aller rechercher, c'est-à-dire rechercher les biens qu'un certain nombre de personnalités auraient cachés dans les paradis fiscaux ou alors dans des territoires étrangers au Cameroun. Mais à l'époque, la moisson n'a pas été grande. N'a pas été grande, malheureusement. Parce que vous pensez qu'il y a une moisson? Non, je dis la moisson n'a pas été grande. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce ne sont pas... Des sources révèlent que ce qu'on a dépensé pour aller chercher cet argent était plus costaud que ce qu'on a récupéré. Exactement, c'est pour ça que je dis que on a évolué à perte. Oui, c'est pour ça que je dis que la moisson n'a pas été bonne. Mais il faut noter que moi, je ne suis pas autant surpris. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des gens très bien intelligents. Pour détourner un certain nombre de montants, il faut d'abord être intelligent. Et pour le cacher, disons-le comme ça, pour le cacher, il faut aussi être intelligent. Et pour la plupart, sont intelligents. Et si vous allez bien, si vous menez une enquête minutieuse, vous remarquerez que lorsqu'on fait le listing des biens d'un certain nombre de personnalités, il y en a qui n'ont pas 500 millions de francs dans leur compte. Mais pourtant, ils ont appauvri l'État. Je dis pourtant, ils ont appauvri l'État, j'ai l'habitude de le dire. Il y a une certaine personne qui tente à défendre les prévaricateurs de la fortune publique en disant oui, on a arrêté tel, on l'a condamné pour avoir détourné 2 ou 3, 4, 5 milliards de francs, mais dans son compte, il n'a rien. Mais non, ça ne voudrait pas dire que si dans son compte, il n'a rien, ça ne voudrait pas dire qu'il n'a pas détourné. Il a appauvri l'État. Il a appauvri l'État. Deuxième chose, c'est qu'il faut noter, il y a des personnalités de cette république qui ont construit, que ce soit des châteaux ou alors des holdings en territoire étranger, notamment en Europe et dans les Amériques, mais qui sont sous le nom de leurs enfants ou de leurs cousins. Et vous ne pouvez pas aller saisir un bien qui, dit-on, appartenait à Camille, mais qui a mis sur le nom de son frère aîné. Non. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est le bien de Camille ou ce n'est pas le bien de son frère? Donc, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mais maintenant, avec à vous écouter, on comprend bien que Vision économique a percé l'abcès ou alors a fait un rappel des mémoires en se posant plusieurs questions sur ce que l'opération Épervier est devenue et qu'est-ce que ça a rapporté jusqu'ici. Je pense qu'il faut pas
il faut pas prendre l'angle du journal ou alors le prétexte du traitement de cette information pour dire que c'est pas la peine de poursuivre les gens. Non. Lorsque des gens... Je ne pense pas que ce soit dit ce journal. Non, je dis on peut se poser une question. Voilà. Mais ce n'est pas ce que ce journal dit. Parce qu'il faut lire cet article. Oui, je dis le prétexte. Il ne faudrait pas que ce soit le prétexte. Pour dire que oui, comme on n'arrive pas à récupérer l'argent, forcément, il ne faudrait plus poursuivre les gens. Non. Il faut poursuivre tous les prévaricateurs de la fortune publique. Ça, c'est non négociable. Maintenant, le but de cette enquête, c'est de rappeler, moi j'ai dit, c'est de rappeler que le Covid-Gate aujourd'hui n'est pas une question, c'est pas nouveau au Cameroun, les détournements ne sont pas nouvelles au Cameroun. Et le journal a tout fait de rappeler qu'un certain nombre de personnalités haut placées de la République du Cameroun ont été impliquées dans plusieurs affaires. Camille, peut-être, le doyen qu'il est, pourra nous rappeler l'affaire Camille, hein, l'affaire de 72 où le président Izo avait... Donc, ce n'est pas une nouveauté camerounaise. Mais après cette époque-là, on est passé pratiquement de l'épopée de 84 à 90 sans plus connaître autant de détournements. Jusqu'à ce qu'un jour, le président Biya dit, mais attends, les gens me demandent qui a corruption, il y a ci, il y a ça. Mais où sont les preuves? Voilà. Où sont les Donc, preuves? on va lire et il est revenu, je pense, c'était pendant le congrès de 2011, le congrès extraordinaire, pour dire qu'il va combattre la corruption jusqu'au dernier retranchement des prévaricateurs de la fortune publique. Donc, le président Biya est resté constant pour ceux qui pensaient qu'il ne gouverne plus le Cameroun, alors qu'il ne tient plus les mains du Cameroun. Je pense qu'ils ont un tout petit peu déchanté avec la vase des enquêtes judiciaires qui sont déployées depuis un certain temps concernant notamment le Covid-Gate. D'accord. Alors, dans cette opération, oui, Camille, je reviens à vous parce que pour rappeler également que le Messager est revenu sur un cas d'école avec notamment dans le cadre de l'opération Impervier, cette nouvelle révélation ou des nouvelles révélations dans l'affaire d'Edgar Alem Bengo. C'est partie de cela également. Oui, mais il faut d'abord commencer par rappeler que l'affaire Bengo, ça fait déjà 2 ans qu'il est arrêté et que ce n'est que maintenant que l'affaire est en train de commencer à être débattue avec les interrogatoires des avocats c'est-à-dire que sur leurs clients et sur ceux qui sont accusés. Et cette affaire-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. La presse est en train d'essayer de faire ressortir le côté obscur de cette affaire. Parce qu'on parle de plusieurs biens que M. Mebengo aurait et à l'étranger, de plusieurs comptes en banque qu'il aurait et de son coffre-fort à domicile. Une vingtaine de comptes à l'étranger, une vingtaine également au pays, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là. Vous comprenez bien que c'est un journal qui a sorti, en tout cas qui a présenté la... Mais non seulement un journal, il y a plein de journaux, il y a plein de supports médiatiques qui parlent de cette affaire-là. Mais en réalité, il faut aussi savoir qu'il y a très peu de ces journalistes qui se trouvent dans la salle d'audience. Parce que la meilleure façon de suivre une affaire, comme ces affaires tonitruantes qui sont passées par les tribunaux, comme l'affaire Marafa, l'affaire Atangana Bara et d'autres, c'est que les journaux qui sont là pour restituer les comptes rendus d'audience, c'est eux qui permettent justement à l'opinion de comprendre, pas seulement de balancer de gros titres à la une d'un journal et de dire qu'il faut que le journaliste soit dans la salle d'audience et pour dire qu'il a été établi ceci, telle pièce a été produite, telle pièce a été contredite. Et moi je pense qu'aujourd'hui avec l'affaire Mebengo, avec toutes ces pièces qui circulent dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas des tribunes, ce ne sont pas des salles d'audience. Et les rédacteurs de ces réseaux sociaux sont loin d'être des journalistes. Parce que la plupart, ils vont non seulement soit avec leur haine, soit avec leur colère, soit avec leur rancœur. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, on est en train de vivre au tribunal aujourd'hui, c'est maintenant, on entre maintenant dans le vif du sujet de l'affaire Mebengo. Mebengo, sera-t-il établi que Mebengo a détourné autant d'argent? Et maintenant, les preuves de ce détournement seront-ils établies? C'est devant le tribunal que ça se passe. Et moi, je pense que les journalistes ont le devoir de les restituer. Mais il faut aussi se mettre à la place, par exemple, d'un Paul Biya, qui a nommé Mebengo, qu'il a eu comme très proche collaborateur pendant 18 ans, et qui le voit aujourd'hui au tribunal. On ne peut pas dire que c'est lui qui a déclenché cette affaire-là, mais maintenant, et autant pour Mebengo que pour ses plus proches collaborateurs, tels que les Atangana Bara et tout cela, il doit avoir un réel problème, c'est-à-dire un problème de douleur, parce que c'est les gens qui ont été très bien, on vous a écouté. Vous voulez dire quelque chose sur... Oui, je pense que la chute de Camille rejoint la grande une du Messager. Très bien, on va parler de la grande une du Covid-Gate tout à l'heure. Qui parle de problèmes systémiques, notamment dans les tournements de Bouddha public. D'accord. Alors, donc, ce sont des informations à lire. D'abord, en pied de une, parlant de
Opération Épervier du quotidien Le Messager ce matin. C'est des nouvelles révélations dans l'affaire Edgar Lem Bengo et la grande une de Vision économique qui rappelle quand même ces faits importants et se pose mille et une questions sur ce que l'opération Épervier a rapporté au Cameroun et surtout après ce qu'on a pu dépenser pour aller chercher la fortune du Cameroun à l'extérieur. Mais là, le journal parle également, la grande une du quotidien Le Messager parle de Covid-Gate avec la tragédie du bouc émissaire. Ça, c'est le titre proposé par le journal. Et on revient également, il y a le journal Émergence de ce matin qui s'intéresse également à ce même titre avec au même sujet, parlant de paniquer, les ministres sacrifient leur second. Et aussi, donc dans le même journal, il y a d'autres tabloïds qui sont intéressés à cette même actualité. Il y a aussi le quotidien Le Jour qui parle également ce matin de Covid-Gate quand nos turpitudes nous rattrapent. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs tabloïds et Forum Libre qui a parlé notamment du social Covid-Gate avec notamment la débandade carrément en présentant le secrétaire général et bien entendu le ministre de la Santé publique. Ben écoutez, moi je pense que Forum Libre est allé chercher l'origine même du Covid-Gate. L'origine pour nous c'est quoi? C'est que les dés ont été faussés dès le départ. Par qui? Par le secrétaire général de la présidence de la République qui a créé une task force pour ordonner l'attribution des marchés aux différents ministères, notamment au ministère de la Santé. Alors qu'il y a un ministère des marchés publics qui existe au Cameroun. C'est-à-dire que, oui, il y avait les questions d'urgence. On nous a dit que dans la task force a été créée parce que c'était une question d'urgence, et qu'il fallait vite faire. Parce que la santé... il y a tout de même une procédure à suivre, même quand il s'agit des urgences. Exactement. Et la catastrophe sanitaire n'attend pas. Mais où est passé le ministère des marchés publics? Vous avez un ministère qui s'appelle le ministère des marchés publics qui prévoit les gré à gré. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, dans ce ministère, tout est prévu. La loi a prévu ça. Et ce sont les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Et c'est une institution camerounaise. Mais comment le ministre secrétaire général de la présidence de la République a écarté le ministère des marchés publics pour demander au ministre de la Santé de passer des marchés à Camille ou à Flavien Dongo ou à telle entreprise. alors que dans l'orthodoxie de gestion et de la passation des marchés, on devrait simplement déclarer, comment on dit ça, déclarer les besoins, que les différentes entreprises compétissent et en moins d'une semaine au ministère des marchés publics, ce type de problème est réglé. Mais on est surpris que depuis le début de cette affaire, on a attribué des marchés à plus de 157 prestataires sans passer par une commission de passation des marchés. Il y avait urgence. Une commission de passation des marchés. Donc, voilà déjà... On parle des urgences en pareille circonstance lorsqu'il s'agit de questions de sécurité en même temps. Oui, mais je dis, quand on parle des urgences, quand je parle d'urgence, vous savez, au ministère des marchés publics, au ministère des marchés publics, on parle des marchés de gré à gré. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les questions d'urgence. Et je vous dis, en moins d'une semaine, on fait le tri, et on donne le marché. Je dis, on donne au plus, et comment on dit ça, aux meilleurs offrants. Au plus offrant. Au plus offrant dans tous les cas. Donc, la source de ce problème, Flavien Mano, de tout ce que vous appelez Covid-19 aussi, c'est le secrétariat général de la présidence qui a permis aux différents ministres de donner les marchés à leurs copains ici. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une débandade totale. Et le messager, je pense que c'était le messager qui indique ici que les ministres, c'est-à-dire que les chefs de département ministériel, veulent jeter les responsabilités sur leurs collaborateurs. Non, chacun à son niveau doit assumer ce qu'il a fait. C'est-à-dire que si un chef de département ministériel, notamment un ministre, vous confie une tâche à Camille, et si Camille l'exécute mal, lors de l'audit, on réalisera que c'est Camille qui a mal réalisé la tâche en question. La deuxième chose qu'il faut remarquer dans cette affaire, et j'entends les gens raconter tout et n'importe quoi, mais cette enquête est facile. Vous avez vu le décret du 20 juin du Premier ministre qui fixe les attributions, c'est-à-dire notamment les attributions et ce qui doit être fait avec les différents montants. Mais je suis surpris. Quand moi j'ai lu, par exemple, l'exposé de motifs de ce qui doit être fait, par exemple, au ministère de l'enseignement secondaire, on nous dit que ce sont les établissements, c'est-à-dire que les fonds déployés par le ministère des enseignements secondaires aux chefs d'établissement qui devraient même acheter les masques aux enfants. J'ai dit aux enfants. Mais vous vous souvenez ici qu'on chassait pratiquement les enfants qui n'avaient pas de masque. C'est-à-dire que ce sont les établissements qui devaient offrir des masques aux enfants.
Est-ce que vous avez entendu un établissement, que ce soit ici à Douala ou ailleurs, pourtant donner l'argent a été gratuitement, débloqué. et pourtant l'argent a été prévu pour ça. Donc cette enquête est facile. La deuxième chose qu'il faut remarquer, par exemple au ministère de l'administration territoriale, le chef de département devrait en principe donner des moyens au gouverneur, au préfet, au sous-préfet pour qu'ils puissent s'occuper non seulement de leurs collaborateurs et des indigents dans les différents quartiers. Est-ce que vous avez entendu un montant? C'est-à-dire qu'un sous-préfet dit c'est le MINA qui m'a donné les fonds. Non. Mais l'information qu'on a... Est-ce que vous avez approché les gouverneurs ou alors... Ils n'ont pas reçu un radis. Est-ce que vous avez approché les gouverneurs? Je vous dis oui. Les préfets et sous-préfets, ils n'ont pas reçu un radis. Laissez-moi finir. Ils n'ont pas reçu un radis. Vous savez pourquoi? Parce que le ministre, au dernier niveau, le ministre est allé remettre de l'argent dans les caisses du Trésor. Tous les sous-préfets et les préfets et les ministres ont fait les états des besoins qu'ils ont envoyés au niveau de la direction des ressources financières et matérielles du MINAT. Mais l'argent n'a pas été débloqué pour la cause. C'est la raison pour laquelle des sources indiquent que le MINAT déclare n'avoir pas utilisé cet argent à temps et par conséquent l'a reversé au niveau du ministère des enseignements, je pense, d'éducation de base. D'accord, allez, vous n'allez pas nous balader, en tout cas, je veux dire, je ne vous balade pas, faire le tour de tous les départements ministériels, vous donnez juste quelques exemples que l'on peut suivre également en lisant la presse, selon justement ce que la presse propose. Et la nouvelle expression parle également de quelques visages de la mafia, en présentant pratiquement un chèque ce matin, on voit bien, et aussi quelques visages de personnalités. Je commencerai d'abord par le titre du forum qui parle de débandade. Effectivement, c'est une débandade aujourd'hui que l'on observe, aussi bien au niveau de toutes ces structures ministérielles et de leurs responsables. Débandade parce que j'ai suivi le cheminement de Prince Aristide qui parle des origines, qui parle de la jeunesse du Covid-19 et de la distribution. C'est-à-dire que tout est parti du secrétaire général. Mais c'est ce même secrétaire général qui a ordonné qu'on envoie cet argent dans les ministères. C'est ce même secrétaire général qui demande aujourd'hui qu'on interpelle tous ceux qui ont mal géré. Il donne des exemples. Bon, mais seulement quand on regarde, par exemple, dans un journal comme Le Messager, on parle de la stratégie du bouc émissaire. C'est comme si on veut nous faire entendre qu'il y a des gens qui ont reçu de l'argent, qui ont dépassé de l'argent, mais seulement on est en train de vouloir jeter la responsabilité sur les personnes qui vont payer à leur place. Bon, mais ce que l'on peut retenir, c'est que, et moi je pense que nous devons être assez circonspects, jusqu'à présent, les auditions sont en cours. On accuse des ministres, on accuse tel d'avoir dilapidé, on accuse tel d'avoir importé des produits qu'il devait lui-même fabriquer. Moi je dis que c'est trop facile de condamner. Qu'on dise exactement, qu'on attende la fin de ces auditions et on comprendra qu'effectivement le problème est beaucoup plus profond. Mais une chose est certaine, c'est que la volonté de faire rendre gorge aux ministres qui n'ont pas pu employer ces sommes à bon escient, elle est là. Et il semble qu'il est vrai qu'on en annonce certains qui sont déjà aux portes de la prison. Merci. Mais, merci à vous. Donc, on laissera le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose comme traitement sur ces différentes questions. Donc, on le verra bien aussi. Il faut juste faire un tour en kiosque ce matin. Merci à Exactement, vous. Exactement. Il a fait tout un dossier de pratiquement de 24 pages. Très bien, très bien. Donc, avec la liste de tous les prestataires. Merci. La liste bonne journée à vous, messieurs. Tous ceux qui ont participé également à cette à demain 9h20 sur Equinox.